Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Asie Expert. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien Viou, qui est directeur cybersécurité chez StormShield. Bonjour Sébastien. Bonjour Manuel et bonjour à tous. Et également, nous comptons avec le product manager de la solution StormShield Network Security, donc la gamme des firewalls chez StormShield, avec Simon Dansette. Bonjour Simon. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, et vous le savez déjà très bien, en 30 minutes max, nous allons tout vous raconter sur les enjeux liés à la sécurité de votre infrastructure et comment la threat intelligence va s'articuler pour vous aider au quotidien à sécuriser votre infrastructure. Également, à la fin de l'émission, nous ouvrirons la séance de questions-réponses pour que nos experts, Sébastien et Simon, puissent répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions en relation aux différents sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il est vrai qu'on entend souvent parler de threat intelligence, Sébastien, et déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien te poser une question et que tu nous expliques en fait en quelques mots qu'est-ce que c'est la threat intelligence et pourquoi celle-ci est vraiment de plus en plus importante et elle prend de plus en plus d'ampleur en fait dans le paysage de la cybersécurité. Ok, alors Manuel, pour bien comprendre ce que c'est, la threat intelligence, on va revenir un peu dans le temps. Au début des systèmes d'information, on a tout de suite eu des virus et ce besoin de comprendre comment fonctionnaient les virus pour créer des antivirus. Donc ça, c'était le début et on avait assez peu de virus qui sortaient tous les jours. Donc c'était relativement simple de créer un antivirus, entre guillemets, statique, qui était générique. Alors il y avait des signatures, tout le monde se souvient de mise à jour de base de signatures, il fallait avoir la dernière mise à jour, mais il y en avait relativement peu. Aujourd'hui on est sur à peu près plus de 500 000 malwares par jour, donc, avec des souches standards, mais en termes de différence de fichiers, c'est 500 000 par jour. Donc on voit que c'est plus tenable. On a essayé aussi de construire des solutions de sécurité génériques qui protégeaient de n'importe quel virus, quel qu'il soit. C'est avec des WAF, avec de l'IPRS, l'antivirus générique par comportement. C'est toujours le cas, ça. Mais maintenant, on va rajouter cette dimension dynamique, puisque l'écosystème de la menace est très large et très riche, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Ce sont des groupes d'attaquants qui travaillent au quotidien pour trouver de nouvelles failles à exploiter, trouver de nouvelles façons de pénétrer un système. Et donc, la vitesse avec laquelle ils compromettent des bots, ils arrivent à créer des nouvelles souches, est telle qu'on a besoin de cette connaissance de la menace au quotidien pour adapter les protections, on verra après, pour amener de la connaissance quasi temps réel sur ce qui se passe au niveau de la menace pour protéger efficacement. Ok, combien justement si tu peux me donner un ordre d'idée, par exemple au niveau des malwares, combien on peut aujourd'hui détecter par exemple Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un peu plus de 500 000, donc 560 000 fois sur les stats. D'accord. Par exemple, sur les adresses IP utilisées, oui, par exemple, comme vecteur d'attaque, nous, on en est sur à peu près 10 000 par semaine, 10 000 IP nouvelles identifiées comme malveillantes. Alors, nouvelles, pas toujours, parfois elles sont rendues dans le domaine public et donc elles reviennent après comme malveillantes. Il y a une notion d'éphémère dans les IP. Mais voilà, on est sur ces ordres de grandeur, donc 10 000 par semaine, il faut découvrir. Ok, donc effectivement, il faut vraiment bien comprendre cet ordre d'idée pour limiter l'impact. Oui, ça va vite. Et ça va très vite, tout à fait. Également, Simon, j'ai récemment lu un rapport en fait où ils indiquaient que le nombre de malwares détectés au premier semestre 2022 s'élevait déjà à plus de 125 millions. Ce qui, à mon avis, c'est beaucoup. Donc, à partir de ce constat, en fait, sur quoi la threat intelligence va concentrer ou va se baser essentiellement pour réaliser des recherches, enfin, sur quoi on va se travailler. Nos analyses vont travailler sur 3 axes. Donc, le premier, historique, l'analyse des malwares et des virus, ça reste toujours un axe fort pour analyser ce qu'ils font, leur impact et ainsi de suite.
Le deuxième, qui est l'envers, on va dire l'autre côté du décor, c'est l'analyse des vulnérabilités, donc qu'elles soient déclarées par le vendeur ou l'applicatif, ou ce qu'on appellerait les vulnérabilités 0-day, c'est-à-dire non connues par le vendeur, et donc du coup exploitées dans la nature. Et enfin, le troisième axe, c'est tout ce qu'on appellerait les indicateurs de compromission, ou IOCs, qui sont en fait les traces, les marqueurs laissés par des attaques et donc qui servent à la threat intelligence. D'accord, donc en fait, en se basant sur ces trois éléments majeurs, on peut déjà dans un premier temps peut-être se concentrer sur l'analyse de malware. C'est quoi l'intérêt en fait pour qu'une entreprise par exemple comme Storm Shield fasse de l'analyse de malware en continu, Sébastien? Alors, bon, nous évidemment, je pense que la plupart de nos spectateurs nous connaissent en tant qu'éditeurs de solutions de cybersécurité. Donc, on est là pour protéger les systèmes de nos clients à travers nos firewalls, notre gamme de endpoint. Évidemment, pour protéger, il faut savoir contre quoi on protège. Donc là, l'enjeu, c'est d'être au niveau sur ce qui se fait en termes de menaces et, si possible, au niveau le plus rapidement possible pour tout de suite ajuster notre niveau de protection. Alors, ça peut être de plusieurs façons. Ça peut être soit via notre protection dynamique, on en parlera tout à l'heure, mais avec de la mise à jour temps réel de ces indicateurs et de ces éléments à détecter et donc à bloquer. Ça peut être via la conception de signatures ou de règles qui vont venir soit empêcher une exploitation de vulnérabilité, soit détecter un comportement, enfin un programme et un comportement déviant, et donc un malware, et le bloquer. Et dernier point, ça va être surtout de pouvoir, si nécessaire, recoder nos moteurs, adapter nos moteurs à ces nouvelles menaces. Là, ça peut être plus long, mais c'est nécessaire pour une évolution plus long terme de venir rajouter des fonctionnalités dans les moteurs, voire de faire de la refonte complète d'un moteur de capture de trafic, d'un moteur de vérification comportementale sur l'endpoint. On peut parfois avoir besoin de changer beaucoup de choses pour aller chercher les nouvelles techniques d'élévation de privilèges, de hook, d'injection de DLL, qu'utilisent les cybercriminels aujourd'hui. Ok, donc c'est effectivement, toutes ces datas qu'on va récolter, in fine, ça va être traité par un service de recherche, par le service de recherche et développement, donc R&D. Et après, au niveau des cibles, en fait, des cyberattaques, ça va être appliqué à tout le monde ou ça va être plus focalisé sur une région en particulier? Alors oui, c'est vrai, c'est un point important à noter, c'est que on est surtout, nous on est éditeur basé en France, on a évidemment des équipes en Europe, et donc notre cible est plutôt l'Europe. Et dans la façon dont on traite les malwares, on va aussi cibler l'Europe, puisqu'on cherche à protéger nos clients les plus proches, et nous on a un axe de développement européen. Donc on analyse principalement les malwares européens, espagnols, italiens, allemands, ceux qui ciblent ces pays. Ces pays, donc non, c'est très clair et ça apporte pas mal de lumière, merci Sébastien. Et donc je constate également que c'est un processus, en fait, cette analyse de malware très bien défini et très concret. Simon, est-ce qu'on peut dire la même chose, par exemple, de l'analyse de vulnérabilité, où on va appliquer d'autres méthodes différentes de travail? Pour l'analyse de vulnérabilité, c'est un peu différent, puisqu'on se place de l'autre côté de la barrière. Lorsqu'on a une vulnérabilité, on va chercher à voir comment le bug puisse être exploité. Et le but étant de pouvoir fournir une protection afin de permettre au client d'être protégé le temps qu'il puisse réaliser la mise à jour et donc combler la vulnérabilité. C'est vraiment permettre au client de gagner du temps en attendant la mise à jour de la vulnérabilité. Et ces protections, elles peuvent être dans l'analyse qu'on en fait, surtout sur les vulnérabilités, dans l'analyse qu'on en fait, ça peut être une protection générique, c'est-à-dire qu'avec notre moteur d'IPS comportemental, on vérifie le comportement des protocoles, s'il y a bien les bonnes valeurs au bon endroit, et ainsi de suite. Et tout ce qui sort des guidelines est bloqué. Et donc du coup, ça permet de protéger sans avoir à déployer de nouvelles signatures. Au besoin, on peut dynamiquement
pousser vers les firewalls des protections dynamiques pour les nouvelles vulnérabilités détectées, dans le but à nouveau de permettre le patch, la correction des vulnérabilités en toute sécurité par nos clients. Est-ce que tu as des exemples là-dessus qu'on pourrait citer pour un exemple récent, c'est la vulnérabilité Proxy Not Shell qui a touché Microsoft Exchange sur les serveurs Exchange déployés chez les clients, composants critiques utilisés par toute l'entreprise et donc du coup qui nécessite pas une protection le temps qu'on puisse faire la mise à jour en heure non ouvrée. Ok, je comprends. Tu as également évoqué il y a quelques instants quand tu t'avais expliqué les 3 éléments majeurs, donc les malwares, les vulnérabilités, également les indices ou les indicateurs de compromission. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces éléments techniques? Peut-être en quelques mots donner une sorte de définition rapide et voir un peu où on peut cadrer en fait ces indicateurs. Alors les indicateurs de compromission, ce sont des marqueurs techniques qui sont laissés par des attaques en cours ou qui ont eu lieu, c'est-à-dire toutes les données que le malware ou l'attaquant a laissées, les traces lors de son attaque ou lors de l'attaque. Donc c'est des indicateurs techniques, ça peut être une adresse IP, ça peut être un nom de domaine, ça peut être un nom de fichier, une clé de registre, un nom de process, donc vraiment des indicateurs techniques, que ce soit au niveau du réseau ou au niveau du poste de travail. Le but pour nous est d'en collecter le plus possible. Après, la difficulté étant de mettre un indicateur de confiance sur ces indicateurs de compromission, parce qu'une attaque, elle est valide dans le temps. Et puis, au final, un système peut être corrigé, patché, et donc du coup, il n'y a plus lieu d'être de considérer cet indicateur comme valide. Vraiment, ils ont une validité dans le temps et ils changent souvent. Et notre boulot est vraiment de les collecter, de les raffiner, et puis en fonction de ce qu'on a raffiné, de ce qu'on a trié et ce qu'on a considéré qui était plus important, de les réinjecter ensuite dans nos produits pour pouvoir fournir une protection à nos clients. Ok, c'est effectivement très clair. Donc, on va les collecter et après, on pourra les appliquer. Je vois déjà qu'il y a quelques questions, donc n'hésitez pas tout au long des échanges que nous sommes en train d'avoir avec Simon et Sébastien, de poser toutes vos questions et nous y reviendrons à la fin. On constate également cette importance de ces marqueurs, donc de ces indicateurs de compromission vis-à-vis de la protection qui est fournie par les produits. Nous n'avons pas encore évoqué comment ces indices de compromission vont être collectés, Sébastien. À ces sujets, quelles vont être les sources en fait de collecte, si je puis dire? On essaie d'avoir le maximum de sources possibles. Là, l'idée, c'est de balayer large et après trier la qualité. Donc on a des sources de plus ou moins bonne qualité. On va avoir évidemment de la veille, que ce soit Grey Web, Dark Web, Twitter, les articles, les réseaux sociaux. Ça fonctionne, on a des choses qui ressortent. On a de l'open source, on a à peu près 20 sources en open source qu'on agrège. Ça peut être du Tor, du URL House, ce genre de choses. On a des partenariats. On a un partenariat très important avec Sequoia, qui est une société française de CTI. On a le ministère de la Justice avec qui on travaille, Airbus évidemment. Ça, ce sont des gens avec qui on échange des IOC. Notre solution de sandbox, très efficace, donc vous savez que le sandboxing, ça nous permet de détonner en SaaS des pièces potentiellement dangereuses. Et en fait, quand on les détonne, on récupère l'ensemble des indicateurs que ces pièces génèrent. Donc là, tu fais référence à BridgeFighter. Exactement, à BridgeFighter. C'est facilement entre 2000 et 2500 IOC par mois qu'on récupère, et surtout, c'est des IOC très qualitatives, donc encore une fois très européennes, puisque BridgeFighter est utilisé dans toute l'Europe, et on a plus de 50% des IOC qui sont uniques à Storm Shield, c'est-à-dire qu'on arrive à voir ce qui existe déjà dans les autres sources qu'on a, et celles qui n'existent pas, et celle-ci, c'est du pur Storm Shield très qualitatif. Et après, on va aussi avoir nos firewalls dans la nature, nos partenaires, qui, ça peut servir pas de honeypot, mais ça nous donne des indications sur les tendances.
Et c'est comme ça qu'on trouve des infos sur des malwares italiens comme Ursnif ou des malwares polonais qui ciblent un pays. D'accord, donc aussi avec la toujours en Europe avec voilà. Disons qu'on focalise nos recherches sur ce qui vient de cette zone-là, puisque c'est la zone qui, pour nous, est la plus... On essaie de vraiment se différencier par rapport à nos concurrents américains, qui eux ont beaucoup d'infos sur la cité américaine, mais très peu sur l'européenne. Oui, donc nous, c'est une entreprise européenne. Ouais. À peu près combien de firewall On en a 40 000 en prod aujourd'hui. D'accord, donc effectivement, c'est assez conséquent. On a vu les sources au niveau des moyens en fait que Storm Shield va mettre en place pour réaliser justement ce travail de veille, ce travail de recherche des IOC. Comment on va on a une équipe de CTI qui s'appelle la Storm Shield Customer Security Lab. On a des outils évidemment. Après, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes qu'on a fait grossir en 2022, qu'on va continuer de faire grossir en 2023 avec l'investissement Airbus. On a besoin en fait de monde pour être réactif parce que le reverse de malware ou la compréhension des exploits, des POC d'exploits de vulnérabilité, c'est long et ça ne peut pas être automatisé. Donc on a besoin de gars, on a besoin d'analystes, de spécialistes en reverse et surtout de personnes qui connaissent nos moteurs. Parce que on a des moteurs spécifiques, la SQ sur notre firewall, on a pour la partie IPS. Voilà, pour la partie endpoint, on a un moteur comportemental PPEDR assez spécifique aussi. Et ces experts en threat intel doivent comprendre avant tout les moteurs, comment fonctionne le produit, pour pouvoir créer la protection appropriée par rapport à un malware ou une CE. Donc il y a une grosse partie du travail qui est là-dessus. Puis on l'a dit, tout l'outillage, MISP, collecte d'IOC dans un MISP, les bases de données, après la refactorisation de ces bases pour les envoyer dans nos auto-updates, pour qu'ils soient disponibles en temps réel, et toujours dans une question de délai très court, parce que si ça prend trop de temps, c'est pas intéressant. C'est plus intéressant. Donc merci Sébastien, effectivement, c'est un travail de fond, non seulement au niveau de la collecte, mais aussi au niveau de traitement de cette information via la business unit SESL. Je pense déjà dans un premier temps qu'on a fait un bon tour d'horizon concernant ces différents éléments qui vont composer la threat intelligence. J'aimerais bien qu'on creuse davantage comment ça se passe au niveau de ces analyses des malwares, ces IOC et les autres éléments qui vont s'appliquer plutôt au niveau produit. Simon, déjà dans un premier temps, au niveau de la gamme SNS, donc la gamme de Storm Shield Network Security, des firewalls ou pare-feu, comment nous allons procéder là-dessus? Alors donc SNS, c'est un grand consommateur de ce qui est issu de la threat intelligence pour tout ce qui est fonctionnalité de sécurité. Donc le premier niveau qu'on va mettre en place au sein de SNS, c'est l'utilisation des adresses IP issues de la threat intelligence qu'on va utiliser dans notre fonctionnalité qu'on appellerait d'IP réputation. Donc c'est la base, c'est disponible dans tous les packs de maintenance et donc du coup ça permet très facilement avec une règle de filtrage de bloquer ou de prévenir en alerte tout groupe tout IP flagué par l'IP réputation et donc détecté, comme l'a expliqué, via toutes les sources d'informations que Sébastien a remontées. Donc ça c'est le premier niveau. On considère donc que c'est nécessaire, absolument nécessaire par nos clients, donc c'est disponible de base. Le deuxième niveau, on va monter un peu plus haut dans les couches et on va aller utiliser l'information de nom de domaine ou de FQDN, donc de Fully Qualified Domain Name. Et à partir de ça, on va faire des analyses, ça va permettre de faire les analyses DNS et donc à nouveau d'aller bloquer ou de prévenir plus finement sur une partie, sur un applicatif en particulier et éviter de bloquer par exemple une IP qui est partagée pour un cloud privé ou public, une infrastructure partagée. Donc on va aller réduire le champ et être plus précis. Donc à nouveau disponible de base dans le pack de maintenance de SNS pour avoir une sécurité minimum. Ensuite, autre consommateur de threat intel, d'informations issues de la threat intel, c'est tout ce qui est l'IPS. Donc avec l'IPS,
Donc on en a parlé juste avant, il y a la génération dynamique de protection. Et donc elle se base forcément sur nos analyses réalisées par l'équipe dont Sébastien a parlé. Et ça permet de pallier, de compléter les protections génériques et donc du coup d'avoir des protections plus ciblées. Ensuite, on passe sur un niveau un peu plus complexe et qui est disponible, je dirais, dans le pack premium avec tout ce qui est le filtrage d'URL. Donc, on utilise l'URL. À nouveau, on filtre plus finement, on bloque plus finement et on va aller bloquer une partie d'un applicatif, juste l'URL où il y a la menace, pour éviter d'aller bloquer l'applicatif au complet. Donc sur cette partie-là, ça nécessite un peu plus de complexité technique avec la mise en place d'un proxy, le déchiffrement SSL, car la plupart des sites sont chiffrés. Et donc du coup, de mettre ce niveau de sécurité-là est un bonus et vraiment une valeur ajoutée, mais un peu plus de technicité. Et enfin, là, la dernière brique, c'est Bridgefighter qu'on fournit en option, qui fournit des IOC, mais qui est aussi un grand consommateur d'IOC, avec tout ce qui est les hash de fichiers, donc si je caricature les noms de fichiers, qui permet d'accélérer la détection des menaces, donc des malwares, et donc du coup d'être plus efficace dans la prévention pour tout ce qui est malware connu, de bloquer plus efficacement ce qui ne serait pas connu par l'antivirus. Ok, donc c'est effectivement récupérer un peu tous ces éléments pour créer un peu une sorte de prévention vis-à-vis des attaques. Tout à fait, exactement. Donc merci pour cet éclairage au niveau de la partie des pare-feux. Sébastien, au niveau de la partie, comment on va appliquer cette threat intelligence au niveau de la solution plutôt orientée au poste de travail, donc avec Storm Shield Endpoint Security Evolution, ça va être la même procédure que l'on applique avec les firewalls, ou c'est complètement différent? C'est en partie la même procédure puisqu'on va avoir aussi de l'auto-update. Par contre, c'est une solution de poste et non pas de network, donc on a évidemment un comportement différent. On va l'utiliser à la fois sur notre EPP, sur la partie EPP de SES et sur la partie EDR de SES. Donc EPP pour protéger, là on va avoir des moteurs qui sont mis à jour très régulièrement en fonction des menaces. On va avoir potentiellement des nouvelles règles aussi proposées à chaque politique, à chaque mise à jour de la politique. Afin de protéger au plus près des menaces récurrentes. On va avoir une partie détection-protection avec les règles YARA et la capacité de chercher des IOC, c'est-à-dire que sur un événement, on va pouvoir aller vérifier que cet événement fait référence ou pas à un IOC ou à une règle YARA. Et si c'est le cas, tu es le process qui a généré cet événement. Donc c'est à la fois détection et protection. Et pour ça, sur les règles YARA et l'IOC, on va pouvoir aller chercher partout sur le disque, partout dans les process, les clés les bases de registre, donc un hash, un nom de processus, un hash, j'ai déjà dit. Les clés, tous les éléments en fait qui vont permettre de rechercher. Même un nom de fichier sur un disque, un emplacement dans un répertoire spécifique, ça fait partie aussi des éléments caractéristiques d'une attaque. Juste pour qu'on soit clair avec ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut d'abord mettre en place? Tu parlais de protection et des détections. Vaut mieux d'abord mettre de la protection puis de la détection. À l'inverse, je sais que dans ce monde de EDR, les MDR, les XDR, on peut entendre tout et son contraire. Donc comment on peut... quelle est la bonne philosophie, on va dire? Le XDR est à la mode, Detection Remediation. Nous, on a une philosophie qui est vraiment sur de la protection, parce que quand qui dit protection, dit qu'il n'y a pas d'impact. Si on protège, c'est le principe de la protection, c'est que l'impact n'a pas lieu. Donc ça évite tout ce qui va être remédiation, ça évite de traiter les personnes qui ont été corrompues avant qu'on détecte. Et en ces temps de pénurie de ressources cyber, c'est pas plus mal d'avoir une protection la plus haute possible. Et donc nous, notre travail, c'est de l'amener au plus haut niveau possible. On sait pertinemment qu'on n'arrivera jamais à 100%, c'est une utopie, tout le monde le sait.
nos téléspectateurs le savent. Ça serait illusoire en fait. Ouais, ça serait mentir surtout. Donc on va pas y aller. Par contre, et donc c'est là où on se dit il faut de la détection pour, au cas où quelque chose passe, aller le trouver quand même. C'est toute cette zone qu'il ne faut pas négliger. Et d'où aussi l'importance d'avoir ces IOC dans la partie recherche sur de l'existant. En plus que sur la partie je bloque quand je vois une communication où j'ai ces IOC. Au niveau, par exemple, du coup, on peut parler d'une protection peut-être à 80%. Oui, on peut parler du principe de Pareto, mais c'est un peu l'idée, oui. Les chiffres, oui, ils ne veulent pas dire grand-chose, mais dans l'ordre de grandeur, c'est ça. C'est de limiter la charge de travail pour la partie détection pure. Nous arrivons presque à la fin de l'échange et de l'interview. Nous allons passer par la suite aux questions de nos spectateurs. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Est-ce que Sébastien et Simon, vous avez un mot de la fin pour ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de... Alors, plusieurs choses. On a vu que la threat intel amenait de la donnée quasi temps réel. Donc, ça veut dire que pour l'utiliser, il faut être connecté quasi en temps réel. Donc, n'oubliez pas de vous connecter avec les fonctions d'auto-update, de connecter vos solutions de sécurité avec les fonctions d'auto-update. Plus généralement, et là, c'est une bonne pratique générale, patcher les systèmes, parce que on sait que la plupart des attaques passent par des vulnérabilités connues. Donc, patcher. Surtout Exchange et l'AD, surtout ceux-là, et les VPN SSL. Donc, appliquer une mise à jour, patcher. Voilà, c'est déjà pas mal, mais je suis sûr que tu vas rajouter. Simon, peut-être tu un petit complément. En plus des mises à jour de sécurité, donc du coup d'auto-update aussi, profiter des mises à jour de fonctionnalités qu'on fournit, parce qu'en parallèle des fonctionnalités, on va dire réseau, filtrage et ainsi de suite, on met à jour aussi nos moteurs de sécurité. Et donc du coup, vous bénéficiez d'une meilleure protection en mettant à jour vos produits de sécurité. Donc merci à nos experts, du coup Sébastien et Simon, pour vos éclairages et vos inputs et évidemment votre expertise sur le sujet de la threat intelligence. Je pense que ça a permis sincèrement de mieux comprendre déjà qu'est-ce que c'est la threat intelligence et ensuite comment on peut répondre d'une manière générale et également comment on peut l'appliquer au niveau de nos produits Storm Shield pour au final être protégé en fait grâce à ces indicateurs et à ces éléments contre les différentes menaces. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger avec nos spectateurs. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Sentez-vous libre de répondre selon voilà, la pertinence de la question et de votre expertise. Donc déjà la première, c'est est-ce que vous vous appuyez sur des IOC ou des IOA pour créer des protections. Peut-être Sébastien. Allez. Pour créer des protections, pas tout à fait. Pour améliorer les IOC et IOA, on va les utiliser. Si on sait aller les chercher, on n'a pas besoin de revoir le moteur. Si on ne sait pas aller les chercher, on va se demander si elles sont pertinentes dans le cadre de notre fonctionnement. Si c'est des IOC réseau, est-ce qu'on doit être capable de les voir ou pas? Pareil pour les IOC du poste. Donc ça peut nous amener à faire des modifications sur les moteurs. Par contre, pour la partie création de signatures, de règles, de détection, là, on va plutôt travailler sur le fonctionnement du malware ou de l'exploitation de la CVE, et pas sur l'IOC IOA en elle-même. Ok. Si ce n'est pas clair, on peut apporter des éclairages là-dessus. Je pense que ça me semble correct. Donc, bonjour. Auriez-vous de votre côté une répartition des langages quant au top 3? Donc, juste pour rappel, les top 3, c'était la partie malware, la partie malware et les analyses, la partie vulnérabilité et la partie indicateur de compromission. Concernant les malwares. Les langages utilisés par les malwares? Je suppose. Donc, je comprends pas la question. Alors, peut-être est-ce que vous pourriez... En quoi sont écrits les malwares? En quoi sont écrits les langages, ouais.
au niveau du Je la langage. comprends comme ça. Eh ben, honnêtement, j'en sais rien, puisque nous, on n'a pas le code source de toute façon, quand on les décompile. Mais de mémoire, c'est plutôt du... Si je dis pas de bêtises. Oui, et il nous répond la personne, c'est le langage utilisé. Donc, pourquoi c'est écrit? Alors, pas les exploits, hein, parce qu'il y a beaucoup de Python dans les exploits, mais c'est du C, les malwares, plutôt. Mais bon, je sais pas, alors là, pour le coup, nous, on travaille sur le reverse, c'est plutôt du C de mémoire, mais... Ok, plutôt du C. Pareil, si ce n'est pas toujours clair, on peut essayer de voir par la suite et vous pouvez nous contacter également via notre site web et on pourra rapporter. .NET aussi. Ouais, en gros. Il y a un peu de tout, essentiellement C de mémoire. D'accord. Partagez-vous les informations avec des communautés privées, par exemple des CERT accrédités, ISAC ou autres? En fait, on les partage avec tous nos clients. Donc, si le CERT est client, oui. Mais dans le cadre de partenariat, on échange avec des CERT. Et oui, donc la question c'est aussi oui, on peut échanger d'une façon différente par contre sur ce qu'on va découvrir quand on fait un reverse de malware ou quelque chose comme ça. Mais sur les IOC, on les partage avec tout le monde puisque c'est dans nos bases auto-update. Ok, donc il y a pas justement il y a une question, c'est une très bonne transition parce que vous avez mentionné l'auto-update, c'est quoi? Donc peut-être Simon. L'auto-update, c'est notre service de mise à jour de sécurité. Donc c'est via ce service qu'on délivre tous nos packages de mise à jour de sécurité, donc que ce soit l'IPS, l'IP réputation, l'antivirus, les web services, même si c'est pas de la sécurité, ça reste quelque chose de dynamique. Oui. Donc c'est accessible pour tout SNS qui a un pack de maintenance et c'est accessible sur Internet. Pour les environnements déconnectés, il est toujours possible de mettre en place un miroir, un relais, pour que les SNS récupèrent ces informations-là, ou alors plus facilement d'utiliser SMC comme relais ou miroir. Et même si l'environnement est déconnecté, ça reste très important d'avoir les dernières mises à jour de sécurité, parce qu'on sait que la menace des malwares passe pas seulement par le réseau, mais par un poste qu'on vient brancher, une clé USB, ainsi de suite, et peut se retrouver dans un réseau déconnecté d'Internet. Donc voilà, le mythe comme quoi si on est déconnecté d'Internet, on ne peut pas être attaqué. Au final, c'est plutôt faux. C'est plutôt faux et obsolète. Donc ayant en tête actualisation des softwares et être à jour en permanence, que ce soit même au niveau de vos objets personnels ou au niveau de l'informatique de votre entreprise. On a encore quelques questions. Vous aviez parlé de moyens de protection générique. Comment ça marche? Sébastien, Simon. Sur les moyens de protection générique, donc comme notre IPS au sein de SNS, c'est un IPS comportemental. Oui. Il connaît les protocoles, tout du moins ceux qu'on lui a appris. Et sur ces protocoles-là, il fait une analyse des paramètres, de comment est défini le protocole, soit dans le standard ou de par le vendeur. Et donc du coup, interdit tous les comportements qui sont pas censés, qui sont hors de ces guidelines. Ça veut dire qu'un malware qui essayerait de déborder d'une valeur mémoire, du coup tous les paquets vont être bloqués et la compromission va être empêchée. Et sur cet aspect-là, on a un white paper qui est disponible sur notre site internet qui explique plus en détail justement les différents comportements de notre IPS et notamment ses protections génériques. Tout à fait. Donc, ça va être pareil sur le endpoint. Hein. On va détecter des hooks étranges, des exécutables non signés Microsoft, ce genre de choses, mais on va aller un peu plus loin que juste cette info. Mais pareil, hein, on s'appuie sur des critères globaux de comportement déviant qu'on va bloquer.
Donc c'est au travers du comportement, que ce soit au niveau du firewall ou au niveau de la solution endpoint, on va pouvoir le protéger efficacement. Au niveau de la récupération de relais Yara, peut-être Sébastien, ça se passe comment en fait, Yara, c'est quelque chose c'est un langage entre guillemets public, donc il y a beaucoup dans le monde du libre, il y a beaucoup de règles qui sont créées en fonction des différentes menaces. Nous, le produit est capable de les comprendre, donc vous pouvez aller en chercher sur GitHub, il y en a un paquet. On en crée aussi, nous, via notre équipe CTI, sur des malwares très spécifiques. Voilà, donc, deux façons de récupérer de la règle Yara. Très bien. Je pense que c'est assez clair. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous recontacter. Quels sont les OS pris en charge par la solution Storm Shield Endpoint Security, SES? Ouais. Et c'est Windows only, en tout cas pour le moment. D'accord. Donc pour l'instant c'est Windows. Voilà, Windows, par contre des anciens systèmes aussi. Ok. Donc ça va être XP, voilà, notamment. Pour les systèmes legacy qui ne peuvent pas vraiment évoluer, et tous les niveaux jusqu'au Windows 11. Ok, donc pour l'instant, mais bon, pourquoi pas sur Linux et Mac activement. Bon, faut rester connecté et de toute façon, on vous enverra des communications là-dessus le moment venu. Nous avons encore une dernière question. Bonjour, dans les logs d'un SNS, est-ce qu'un blocage IPS lié à l'utilisation d'un malware est documenté dans les logs vis-à-vis d'un blocage classique, type exploit ou application? La question est très spécifique. Je dirais que oui, normalement les logs sont... oui et non. Non, en fait, oui, parce que la signature qui va déclencher l'alarme est entre guillemets explicite. On sait que c'est l'exploit de la vuln Proxy Shell par exemple. Par contre, ça ne va pas dire c'est tel malware. Parce que n'importe qui peut l'exploiter de n'importe quelle façon. Ce qu'on va savoir par contre, c'est dans les logs IP réputation, si l'IP correspond à des IP référencés comme malware ou comme botnet. Ça, on a cette info. Après, je crois que ça répond à la question. Ça répond à la question, tout à fait. Encore une fois, si la personne qui a posé la question souhaite avoir plus d'informations, soit vous pouvez nous l'écrire et sinon vous pouvez aussi également contacter soit votre partenaire, soit le service avant-vente de Storm Shield pour avoir des réponses plus claires et peut-être plus spécifiques à votre cas d'usage. Après, on a sur notre site security.stormshield.eu, on liste de façon non exhaustive les malwares contre lesquels on protège et on peut avoir la signature s'il y en a une qui protégerait. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas que ça ne pourrait pas triguer sur une autre façon qu'aurait l'attaquant de faire passer son malware. C'est-à-dire que SNS n'est pas vraiment là pour protéger contre un malware dans la façon de le faire rentrer dans le système, je veux dire. Alors par contre, si le fichier passe, l'antivirus du SNS va le capter, donc là il n'y a pas de débat. Mais en général, pour dropper un malware, l'attaquant va exploiter une vulnérabilité et va faire passer le malware dans cette vulnérabilité. Et donc nous, c'est la vulnérabilité qu'on va bloquer, empêcher d'exploiter, ce qui empêchera l'attaquant de déposer son malware. Ok, pour compléter ce que tu dis, Sébastien, là la personne vient de nous dire c'est parfait, merci, c'est donc l'IP qui est blacklistée et qui confirme l'utilisation dangereuse d'une faille. Aussi. Donc, c'est dans les deux cas. On peut avoir une IP clean qui tente d'exploiter une faille aussi. D'accord. Donc ça bloquera dans les deux cas. C'est l'idée de la défense en profondeur, c'est d'avoir plusieurs systèmes qui bloquent à plusieurs endroits différents. En tout cas plusieurs critères, c'est un peu l'idée. Donc, mais oui, ça marche aussi. Ça marche aussi, c'est parfait. Donc j'ai plus de questions, ça me semble déjà pas mal. Donc malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis déjà vous remercier Sébastien et Simon pour votre présence aujourd'hui et vos éclairages sur le sujet très intéressant de la threat intelligence. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Asie Expert.
Merci. Merci Emmanuel. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.